Bienvenue à toutes et à tous, ravi de vous accueillir. Moi, je m'appelle Laurent Houstine, je connais à peu près tout le monde. Je suis coach professionnel basé en région parisienne. Et effectivement, j'ai la chance, la joie, l'honneur aussi, j'avoue, d'accueillir Yvan Faneuf, qui est thérapeute en relation d'aide au Canada, qui est formateur, qui est auteur, qui a écrit un best-seller qui s'appelle Devenir un homme vrai plutôt qu'un vrai homme. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré parce que j'avais nommé ce principe d'homme vrai, puis j'avais pas googlisé. Puis un jour, je me dis, bah, je vais peut-être quand même googliser pour savoir si ça existe, si quelqu'un l'a déjà employé, cet homme vrai. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Yvan, je lui ai proposé qu'on se parle. Et il m'a fait la gentillesse voilà, d'accepter et on s'est connecté il y a quelques mois. Donc, bah, Yvan, je suis très heureux de t'accueillir si tu veux dire déjà un petit mot de bonjour. Ben, merci Laurent, puis ça me fait plaisir d'être là. Puis j'ai bien aimé euh, cette proposition-là que tu as fait là, de prendre ce moment-là, Paris-Montréal, discuter de conditions masculines. Fait que ça me fait plaisir d'être là. Puis que ce hasard-là aussi de l'expression devenir un homme vrai nous a réunis. Et ouais, super. Et Yvan, j'étais touché dans ta proposition, dans l'invitation, dans le visuel, de mentionner deux continents, deux hommes. Euh, Donc c'est un peu vraiment une rencontre ce soir sur des mêmes idées et une rencontre avec vous aussi que nous ne voyons pas, hélas. On aimerait vous voir, mais on a fait le choix du webinaire pour être professionnel et qualitatif dans cet événement. Bah donc du coup, on va commencer effectivement, même si des gens arrivent, c'est très bien en cours de route aussi. Donc Yvan, je voulais, en première question, on a préparé quelques questions et bah, déjà te présenter et nous dire finalement ce qui fait que tu t'intéresses depuis de nombreuses années à la condition masculine. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui t'anime par rapport à ça? Ben, tu sais, d'abord, ça n'a pas été un choix conscient de m'intéresser à la condition masculine. Il y a deux raisons. La première, c'est que moi, j'ai 60 ans. Je suis né en 1964. La première, c'est que j'ai vu mon père malheureux. Je l'ai vu et entendu souffrir et surtout impuissant à s'occuper de lui, à créer des relations plus nourrissantes, euh, plus satisfaisantes. Et j'étais jeune, puis je le regardais aller, puis moi-même, je me disais, mais pourquoi il agit comme ça? C'est un bon papa, mon père. Tu sais, ça a été un bon papa, c'est pas ça, mais il souffrait, puis il me l'a confirmé. On a eu une longue discussion un jour ensemble. Mais il était impuissant à s'occuper de lui et de ses relations de façon satisfaisante. Donc, ça m'est toujours resté comme un modèle à ne pas répéter. Je ne veux pas me retrouver malheureux, isolé, comme lui il l'était. Et moi-même, j'ai fait des démarches là, après ça. Et il y a le Centre de relations d'aide ici à Montréal, créé par Colette Portelance. Puis nous avons aussi une école en Europe, l'EIF, École internationale de formation. Et j'avais 25 ans quand je me suis inscrit là. Et lentement, j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui avaient une facilité à parler d'eux, à s'exprimer. Moi, je regardais mon père, je ne voulais pas être comme lui, mais j'ai répété le même fonctionnement. Ça a été mon modèle quand même, même Hmm. si je l'ai rejeté comme modèle. Et j'ai commencé à m'intéresser à qu'est-ce qui fait que je ne parle pas plus, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à m'exprimer, même pas à savoir ce que je vis. Et là, j'ai entamé une recherche au Centre de relations d'aide de Montréal euh, de 4 ans, une recherche qu'on appelle à la première personne, c'est-à-dire qu'on est le sujet de recherche pour essayer de situer qu'est-ce qui fait que je ne suis pas heureux comme j'aimerais. Question large, et on partait comme ça. Et c'est là que ça m'a dirigé vers le silence masculin. J'ai compris en deuxième année de recherche que j'exprimais pas mes émotions, mes sentiments, que je les écoutais non plus, je les écoutais pas, parce qu'il y avait un conditionnement d'homme qui m'habitait et qui me rendait prisonnier de mon silence. Moi qui ne voulais pas répéter ça, je l'ai répété. Donc, j'ai fait une recherche de 4 années qui s'intitulait Le droit à l'émotion chez les hommes.
Hmm. Et ensuite de ça, ben, j'ai fait des ateliers pour hommes et j'ai vu que j'étais pas tout seul. Il y avait plein d'autres hommes qui souffraient de ce silence-là. Puis j'ai travaillé en violence conjugale, j'ai travaillé en centre de réadaptation fermé, une prison, là. J'ai aussi, ensuite de ça, parti des groupes d'hommes. J'ai été formé comme thérapeute de couple aussi. Je suis formateur de thérapeute de couple. Hmm. Puis, dernièrement, je conclus et je termine une maîtrise à l'Université du Québec à Rimouski en psychosociologie sur, c'est assez pointu, la difficulté chez les hommes à prendre soin de soi lorsqu'on souffre de culpabilité et d'insécurité affective conjointement. Hmm. Concrètement, ça veut dire quoi? Je suis en relation avec une personne importante, que ce soit un homme ou une femme, et là, il y a un conflit, il y a une remise en question, et je m'en sens coupable et responsable. La difficulté à prendre soin de ces deux souffrances-là, la peur de perdre. J'ai vu que j'étais pas tout seul, qu'il y avait plusieurs hommes qui portaient cette difficulté-là. Et ben, j'ai gagné le prix hommage Guy Corneau l'an passé. Guy Corneau, le psychanalyste connu qui a parti des groupes d'hommes dans les années 80. Et j'ai écrit trois Et- livres, Devenir un homme vrai, Un couple fort et une famille unie, ainsi que Sortir gagnant de la rupture amoureuse. Tout ça sous un angle d'aider les hommes à prendre soin de soi, à s'écouter et à s'occuper de soi. Fait que je t'ai fait ça court, là, mais c'est ça le cheminement. Mais ça a été une sensibilité aux hommes comme à mon père, comme à plusieurs hommes de mon entourage quand j'étais jeune qui souffraient de leur propre silence. C'est nous qui devenons l'artisan de notre propre malheur Hmm. dans un conditionnement masculin au silence. Puis c'est pour moi d'abord que je me suis intéressé à ça. Sortir du silence et avoir des relations plus satisfaisantes. Autant avec ma conjointe, avec ma fille, avec les amis au travail. Fait que c'est ça mon intérêt, puis ça vient de là. Hmm. C'est le cheminement. Bah ça, écoute, ça résonne vraiment. Je n'avais pas prévu d'en parler, mais ce que j'ai envie de partager de ce que je ressens de une vocation finalement en tant que thérapeute, d'accompagner les hommes pour être en vérité avec eux-mêmes et du coup avec les autres, que ce soit des hommes et des femmes, en vérité dans leur vie. Euh, et c'est un peu ma casquette ce soir autour plus du monde professionnel, qui est plus le mien. Oui, Je suis oui. thérapeute, je suis coach professionnel, effectivement. Donc ce qui m'intéresse, c'est le monde du travail et les personnes en poste qui doivent s'y épanouir dans leur vie professionnelle, prendre du plaisir tout en étant performant, parce qu'effectivement, il y a du résultat à obtenir en Mm. entreprise. Moi, effectivement, ce qui m'a animé et ce qui fait qu'on est là ce soir, c'est effectivement cette image que j'ai vécue dans ma famille pour exister en tant qu'homme, c'est être quelqu'un de commercial, d'extraverti, de convaincant, de combatif, enfin, une sorte d'injonction à l'image des hommes qui ont été importants dans ma famille, auxquels je me suis identifié. Finalement, euh, il m'a fallu un certain temps, peut-être il y a seulement une dizaine d'années, pour comprendre que le vrai homme que je devais être, c'est pas cet homme extraverti et combatif uniquement, ça n'empêche pas de l'être, mais finalement ça me résumait, mais ça m'enfermait dans un devoir d'être quelque chose qu'on attend de moi, ou que la société attend de moi, alors qu'en fait, c'est pas exactement qui je veux être ou qui je dois être, parce que par nature ou par mission, enfin en tout cas par appel, je crois beaucoup à cet appel, on a tous une place, hein, trouver sa voie, trouver sa vocation, et du coup, c'est oser être soi et Mm. aider à être soi. Ben oui, c'est le bout, le résultat recherché, tout à fait, Laurent, de chaque démarche. Être plus libre, c'est du conditionnement, qu'il soit masculin ou féminin, pour devenir soi. Puis aussi, une chose que j'ajouterais, tu sais, moi j'ai fait ces démarches-là, je sensibilise à ça, pas pour que les hommes se victimisent, là, mais plutôt pour voir comment on perd notre pouvoir à être soi, comment le récupérer Hmm, pour s'actualiser à partir de la personne que je suis. Parce que c'est le ça. conditionnement masculin ou féminin, on peut essayer de penser que ça ne nous gère pas, mais il y a beaucoup d'études qui démontrent qu'on est mené par le conditionnement, tu sais, qui est millénaire, là. Tu sais, j'ai lu une recherche, je me souviens plus de quelle université, en tout cas dans le coin de New York, sur d'où vient le conditionnement, tu sais, puis c'est des millénaires, là, et tout s'est structuré, tout le conditionnement s'est structuré autour de la survie. C'est Tu sais, ça. l'homme a dû devenir débrouillard, efficace, pas s'arrêter à ce qu'il vit,
Et la femme qui, imagine, là, 35 000 ans, une jeune fille de 12 13 ans qui avait un bébé, la vulnérabilité dans laquelle elle était, la Hmm. survie qu'il a fallu qu'elle apprenne à avoir, et la femme a appris à créer des liens, communiquer, et l'homme à être pratique, débrouillard, protecteur, le plus fort. Fait qu'il n'y en a pas un qui sait mieux que l'autre. Il a fallu apprendre à survivre et penser que ce conditionnement-là n'a pas laissé de traces. Ça a continué pendant des Hmm. millénaires. Tu sais, moi, j'ai mis sur pied un colloque qui a eu lieu au mois de mars-avril l'an passé. Et il y avait une vingtaine de conférenciers, puis j'avais invité, puis je trouvais important que tout le monde avait la parole. Il y a eu des féministes, il y a eu des gens du milieu de la condition masculine. Puis j'ai invité un jeune garçon, Maxwell Soar, qui est c'est un mouvement de plus en plus populaire, là, le mouvement non-genré, non-binaire. Et Maxwell est un garçon bien intéressant qui étudie en communication à l'université. Il a dit, c'est pas parce que je m'identifie non-binaire, non-genré que je suis pas pris avec le silence masculin. Hmm. Hein. Fait que c'est essayer de déjouer ce silence-là duquel on souffre. Et ça a un impact sur notre entourage. Fait que Hmm. l'idée, c'est sortir de la prison du silence. C'est pas pour se victimiser. Hmm. Super. Alors justement, Yvan, on est en fin d'année 2024, bientôt 2025. Si on devait faire un état des lieux de la condition masculine, où en sommes-nous? Comment vont les hommes, d'après toi, de Mm. ton expérience, des hommes que tu reçois, en seul ou en couple? Voilà, quelle est ta lecture de l'état de la condition masculine? Ouais. Ben, on peut dire qu'en ce moment, tu sais, là, c'est là que tu peux me compléter. Je sais que ça bouge aussi chez vous, mais ici, ça bouge énormément. Tu sais, il y a eu d'abord le mouvement MeToo qui a créé un onde de choc et c'est correct, là. Il fallait que les choses soient dénoncées, euh, qu'il y a eu un impact au niveau de la société, le mouvement féministe qui dénonçait, puis les hommes qui ont eu honte, beaucoup d'hommes qui ont eu honte d'être un homme. Euh, puis le mouvement non-genré j'ai suivi une formation sur la honte par un spécialiste, peut-être que tu le connais, c'est un psychosociologue clinique de Paris, d'une université, je ne sais pas laquelle, là, Vincent de Gaulle-Jacques, qui dit que tout le mouvement non-genré est basé sur la honte masculine. Tu sais. C'est-à-dire que dans ce mouvement-là, c'est surtout les garçons qui rejettent leur identité masculine, puis les jeunes filles qui ont une énergie beaucoup plus affirmative. Hmm. Et ils recherchent la liberté, eux autres aussi. Ils recherchent d'être libres en enlevant l'étiquette genrée. Tu sais, puis c'est correct, ça va donner ce que ça donnera. Tu sais, mais il y a ça qui se passe en ce moment. Moi, je m'intéresse un peu aussi, si je peux me permettre, Laurent, un peu l'historique, tu sais, parce que la condition masculine, ici au Québec, a commencé dans les années 50, 60 par le mouvement féministe qui était de plus en plus fort. Et les hommes, dans ce temps-là, faisaient une démarche. Pourquoi? Ben, parce qu'il y avait des problèmes d'alcool ou de violence. Et dans les mouvements AA ou être obligé par la cour, tout ça. Après ça, ça a été un mouvement dans les années 70-80, le mouvement où les hommes ont voulu, ben, c'est plutôt les femmes qui ont voulu intégrer les hommes comme papa dans les familles. Tu sais. Et là, ça a été un mouvement là, dans les centres sociaux pour aider les hommes à s'intégrer. Le chemin a été bien fait. Les hommes aujourd'hui, en tout cas ici, sont beaucoup plus intégrés comme papa en famille. Tu sais. Je donne un exemple. Moi, quand j'étais jeune, même jeune homme, là, 20 ans, 25 ans, je ne voyais jamais un papa se promener seul avec ses enfants Hmm. ou deux papas se promener avec leurs enfants. Mais aujourd'hui, sur la rue, je vois des papas, tu sais, avec l'espèce de petites choses kangourous, Les là, porte-bébés, les porte-bébés ventraux, là, ouais. qui ont ça sur eux. Puis tu vois deux papas qui se promènent avec ça, avec un carrosse, tu sais, puis qui placotent, qui jasent ensemble. Pour moi, ça, c'est une évolution. Hmm. Pas au niveau de la condition masculine, féminine, non. La relation du papa avec ses enfants. Comment cela? Moi, j'y crois que pour être heureux, un père a besoin d'être en relation avec ses enfants. Et le conditionnement masculin nous en empêchait. Dans les années 80, 90, il y a eu des groupes de parole qui ont commencé. Hein. Et l'homme a commencé à découvrir non seulement
faire des démarches parce que j'ai peur de perdre ma conjointe, parce que j'ai un problème Hmm. d'alcool, de violence, mais commencer à créer des liens de parole entre hommes, ça n'existait pas avant ça. Puis il y a Guy Corneau, c'est à ce moment-là qui a parti ça. Puis il y a eu un mouvement masculiniste aussi dans ce temps-là, mais eux autres, c'était pas pour la défense de la condition des hommes, c'était pour, au niveau légal, le droit des pères. Tu sais. Ils ont gagné leur cause, ils sont retirés, mais ça a laissé une étiquette au mot masculiniste là, de ces années-là. Hmm. Tu sais. C'est en réaction au féminisme puis pour les droits légaux, hein, à la Cour pour les droits des enfants. Mais ça a continué le droit de parole chez les hommes. Et là, j'arrive à ta question, où on en est rendu? Mais dans les années début 2000, les hommes ont commencé à faire des démarches pour libérer la parole masculine, c'est-à-dire parler d'eux comme humains. Maintenant où on en est rendu, ben, je pense que les hommes ont à avoir une certaine humilité en ce moment parce que il y a des contre-coups de de millénaires de domination des hommes sur les femmes. C'est réel, tu sais. Puis il y a un mouvement là, chez les hommes en ce moment, ici au Québec, qui sont un peu en réaction, en révolté, euh, que les hommes soient identifiés comme étant le mauvais genre. Il y a des hommes qui aimeraient qu'on prenne un peu plus la parole pour défendre ça. Moi, je dis, ça fait des millénaires qu'on domine les hommes. On peut laisser une chance aux femmes et au mouvement féministe de prendre une place, de prendre la parole, puis d'avoir une humilité, de reconnaître que c'est une réalité, que c'est nous qui avons eu le pouvoir, puis dans certains milieux comme financiers, politiques, c'est des hommes d'hommes, des milieux d'hommes, moins dans le milieu de l'éducation, en tout cas ici, puis dans les familles, souvent, c'est la femme, c'est elle qui gère les liens, là. Donc, ça nous demande aujourd'hui, les gars, une humilité d'accepter ça et d'apprendre, parce que la plus grosse conséquence du conditionnement masculin, c'est l'inaptitude à reconnaître et à prendre soin de nos besoins relationnels et affectifs. Tous les héros masculins n'ont pas de besoins relationnels et affectifs. Mais un homme qui ne conscientise pas ses besoins relationnels et affectifs, besoin d'amour, besoin de sécurité, besoin de communication, tu sais, tous ces besoins, s'il ne les reconnaît pas, il ne s'en occupera pas. Il va être dans l'attente que la femme s'occupe de ses besoins, ou s'il est en relation avec d'autres hommes au niveau amoureux, que l'homme s'occupe de ses besoins, que l'autre homme, et il ne s'occupe pas de ses besoins. Et ça, c'est la cause de ces plus gros problèmes relationnels. Pas connaître et pas prendre en main ses besoins. Donc, là où on est rendu, c'est là qu'on est chez les hommes. Et ils en sont où, du coup, dans cette prise de conscience, dans cette exploration, aller à la rencontre de ce qui était une faiblesse avant, de se sentir des émotions, oui, de la sensibilité, voire de la tendresse ou de la vulnérabilité dont on parle beaucoup en ce moment comme terme, hein. Vulnérable pour les hommes, ça peut vouloir dire faible, fragile. Et ça, c'est des termes que les hommes n'aiment pas. On leur associe parce que, comme tu disais, les super-héros, hein, les Marvel et compagnie, bah, c'est pas des, ah, ils pleurent pas, hein, ils sont pas faibles. Au contraire, ils ont des Non. super pouvoirs, ils les mettent en avant, et puis c'est des défenseurs, des Des conquérants, protecteurs, des des protecteurs. défenseurs. Donc, Ouais. où est-ce qu'ils en sont, ces hommes? Comme il y a eu des groupes d'hommes, tu dis, depuis 30 ans maintenant, il y a du chemin, les hommes qui assument d'être des papas, de porter leur bébé, d'avoir une relation avec leurs enfants, d'avoir du temps d'ailleurs, hein, dans le monde professionnel, il y a du temps parental, maintenant des congés parentaux pour les congés paternels, hein, pour les hommes aussi, et il y aurait même une tendance pour que ça se rallonge, parce que ça serait pas assez long au goût de certains hommes, et pour être proche de leur femme qui vient de donner la vie. Euh, on en est où justement dans ces hommes, dans ceux que tu rencontres, que tu accompagnes en tant que thérapeute aussi, dans cette connexion à ces besoins affectifs et relationnels qui sont pas naturels forcément, enfin cette connexion n'est pas forcément naturelle. Ben, tu sais, l'exemple que je donnerais, là, c'est que moi, je le vois dans ma clientèle. Ça fait 35 ans que je pratique la Ouais, relation d'aide. ouais. Et dans le début des années 2000, avant ça, les hommes, ils venaient en consultation surtout parce qu'ils avaient peur de perdre leur conjoint ou parce qu'ils l'avaient perdu Hmm. ou parce qu'il y avait eu un problème de violence et là, les avocats leur disaient, va faire
un bout en thérapie, ça va aider à ton dossier. Et ça a diminué. Et de plus en plus, c'est des hommes qui sont venus pour s'occuper d'eux, le faire pour eux. Et là, maintenant, c'est là où on est rendu, Laurent. Les gars viennent me voir et c'est maintenant fréquent parce qu'ils ont envie de prendre soin de leurs besoins et d'être heureux. Là, c'est Hmm. plus parce qu'ils ont peur de perdre. C'est plus. Non, même c'est des gars en couple qui vont bien, ils ont même un emploi, tu sais. Et là, c'est parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui manque pour être plus heureux. Hmm. Là, c'est là que ça ressort. C'est sûr qu'en ce moment, dans les médias au Québec, c'est beaucoup centré sur la masculinité toxique, tous les conditionnements, les attitudes Hmm. masculines toxiques. C'est sur les hommes abuseurs, c'est beaucoup ce qu'on Ouais. voit dans les médias, les hommes pédophiles. Et là, Les maintenant, porcs, c'est hein, les hommes alpha, là. Tu balance sais. ton porc, hein, le violeur, C'est le ça. violent. Ouais. C'est ça. Là, c'est beaucoup ça dans les médias. Puis même, il y a, là, maintenant, c'est très chaud. C'est en ce moment les mâles alpha, là, avec la Ouais. venue de Donald Trump. Ici, on a beaucoup l'influence des influenceurs, justement, sur les médias sociaux américains. Ce sont des jeunes garçons avec de l'argent qui disent qu'il faut que les femmes soient à la maison. Puis bon. Ça, c'est tapissé mur à mur sur les médias. Mais dans la population, moi, je peux dire que je rencontre beaucoup d'hommes. Je fais des conférences, des ateliers. J'anime à travers le réseau Homme Québec de Guy Corneau. J'ai ma clientèle. Ce week-end, je donnais un atelier à 16 gars. Euh, tu sais, puis il y a plein de gars qui sont des bons gars, euh, qui sont responsables, respectueux, qui ont des défensives, qui peuvent se mettre en colère, mais qui ne sont pas des abuseurs, des dominateurs. Tu sais. Eux, on en parle très peu en ce moment, mais il y en a Hmm. plein. Puis eux autres, ce qu'ils cherchent, c'est qu'ils assument. Ils assument le passé masculin de domination, mais ils ont envie d'agir autrement. Et c'est le travail qu'ils font. Puis c'est en ce moment que ça bouge, ça. Des Hmm. hommes qui ont envie d'être heureux, qui ont envie d'être proches de leur conjointe, leurs enfants. Regardez qu'est-ce qui part d'eux qui fait que ça ne fonctionne pas, qui ne sont Hmm. pas accusés à l'extérieur. J'ai eu quelqu'un dernièrement un homme qui m'a appelé puis que ça allait pas bien avec ses enfants, le lien était coupé, puis il m'a consulté, puis le but c'était je veux être proche de mes enfants. Et là, il m'a écrit dernièrement me dire, ils ont accepté de me parler, on va se revoir, je suis content, je vais continuer ma démarche. Là, on voit ça de plus en plus. C'est là où on est rendu. Ouais, donc du coup, il y a la vision des médias, peut-être pour faire bouger les lignes, en tout cas qui est caricaturale et qui enferme les hommes dans des images excessives, peut-être historiques, mais c'est peut-être pour faire bouger les lignes. Et puis il y a surtout, en tout cas, la réalité que tu rencontres toi en tant que thérapeute et qui est tout autre, même s'il y a ces hommes parfois que tu peux rencontrer, ces hommes-là, ceux que tu rencontres, en tout cas, ils veulent changer, ils veulent devenir des hommes vrais, ils veulent se connecter à leurs émotions, ils veulent être des bons époux, des bonnes personnes Et euh, surtout être heureux. et être heureux. Mais Plus ça inclut heureux. ça. Pour être heureux, ça leur demande d'être en relation saine avec leur conjointe, C'est ça, être en relation saine avec leurs enfants et peut-être là, toi, tu peux en parler, puis avoir une carrière qui répond à leurs aspirations, c'est pas ça. juste pour être pourvoyeur, mais aimer leur travail aussi, parce que les hommes s'identifient beaucoup à leur travail, ça fait partie du conditionnement masculin. Oui, c'est vrai qu'effectivement, je peux peut-être rebondir là-dessus. C'est vrai que, surtout dans le schéma plus ancien, l'homme travaillant, faisant carrière, au détriment ou en tout cas au profit d'une autre vie pour l'épouse qui va s'occuper des enfants, qui va peut-être sacrifier sa carrière pour être une bonne maman, pour prendre soin du foyer, etc. C'est vrai que ce sont des modèles anciens qui disparaissent fort heureusement, où les relations s'équilibrent entre les hommes et les femmes. Mais c'est vrai que pour être un homme épanoui, heureux comme tu le décris, c'est vrai que moi, quand j'accompagne en bilan de compétences, par exemple, des personnes qui se posent des questions sur le sens de leur vie professionnelle, sur une certaine époque, tourner la page et se réinventer, se renouveler, c'est vrai qu'il y a quand même aujourd'hui des hommes et des femmes d'ailleurs, mais sûrement des hommes par rapport à ce fardeau qu'ils se mettent ou que la société leur met ou que leur famille leur ont mis en leur faisant faire des grandes écoles, pour être un bon époux, un bon père de famille, qui va travailler vaillamment, qui va ramener de l'argent.
ça met beaucoup de pression à des hommes, surtout d'ailleurs quand la femme ne travaille pas. Donc, c'est une sorte de cercle vicieux dans lequel s'enferment l'homme et la femme, pour le coup. Et c'est vrai que c'est plutôt chouette qu'aujourd'hui, il y ait cette prise de conscience d'un besoin d'équilibre, d'un besoin d'authenticité, de vérité, d'épanouissement, et que ça passe par le travail des femmes et des hommes, donc que les deux puissent travailler et être à leur juste place dans le travail. Là aussi, je pense qu'on en parlera sûrement à un moment ou à un autre, mais le risque, c'est de vouloir quantifier hein, avec les notions de mixité, les notions de quotas, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes accèdent moins facilement à des postes de direction qui sont plutôt trustés majoritairement par les hommes. Donc, c'est certainement utile. Hein. Je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais qu'il y ait des quotas, qu'il y ait des proportions, qu'il y ait des faveurs. Bon, mais après, l'idée, c'est pas de créer des injustices et des nouveaux conflits, c'est surtout ça. Hein. Si c'est pour opposer à nouveau les hommes et les femmes parce qu'on va favoriser la place des femmes. Donc je pense que c'est pas une question de faveur. En fait, c'est juste, je pense, une question juste de se sentir légitime, à sa Mhm. place, épanoui, à contribuer. Ça, je pense que ça va vraiment dans le sens de ce que tu exprimes. Mhm. Ben, tu sais, ça me fait penser ce que tu amènes là aussi par le milieu de travail. Tu sais, il y a des gens qui me posent la question, oui, mais aujourd'hui, les hommes ont changé. Tu sais, moi, je peux dire que je vois une différence. Tu sais, un homme de 40, 45 ans et plus, puis c'est sans jugement, là, c'est objectif, là, hein. Quand je reçois un homme de plus 45 ans et plus, a très peu de mots pour parler de lui. Tu sais, il va vivre une situation, il va me dire, ben, je vais prendre l'expression souvent que j'entends, ben, ça me fait chier. Tu sais, OK. Et alors, on peut-tu un peu. Fait que là, je l'aide à identifier est-ce que c'est de la peur, est-ce que c'est de la peine, est-ce que c'est de la colère, est-ce que c'est de l'insécurité. Tu sais, un homme de 45 ans et plus, souvent, a beaucoup moins de mots. Les jeunes de 25, 30 ans, 35 ans ont beaucoup plus de mots pour parler d'eux. Je parle des garçons, là. Donc sur les Ils vont être capables de sentiments, dire j'ai eu. Pardon? sur les Sur les émotions. sentiments, oui, ils vont être capables de dire j'ai peur, j'ai honte, j'ai de la peine, je suis en colère. Tu sais, Hmm. il y a une différence. Par contre, là où il n'y a pas de différence, c'est que les deux ne connaissent pas leurs besoins affectifs. Ah, Hmm. j'aurais besoin d'être validé, j'aurais besoin d'être écouté, j'aurais besoin d'être sécurisé. Ils n'ont pas ce langage, ils ne se rendent pas là. Et ça va rester incomplet comme démarche si je ne prends pas en main la responsabilité de mes besoins. Puis une autre chose que j'ai observée, c'est que malgré que les plus jeunes garçons soient plus capables d'exprimer ce qu'ils vivent, un peu moins pris dans le conditionnement au niveau de leurs émotions, ils ne le sont pas moins au niveau des rôles quand ils sont en couple. Hmm. Les rôles se reprennent. Le OK. garçon veut travailler, il trouve sa fierté dans ça, il veut participer plus financièrement, il est Hmm. pas, tu sais, il est d'accord que la conjointe soit plus à la maison. Et moi, j'entends que la jeune fille qui veut avoir un enfant est d'accord aussi. Les rôles Hmm. traditionnels reviennent encore pour la survie de l'espèce. C'est comme ça qu'on va prendre soin de nos enfants, on se divise les rôles. Mais c'est pas juste pour une entente. Des fois, Hmm. c'est le contraire. La dame va travailler, le garçon même va rester à la maison. Mais le garçon, dans ce que moi j'accompagne comme les gars, aime retrouver ce rôle-là. Hmm. Alors, ça les rassure sûrement. Ben, ça démontre que le conditionnement, il est présent. Il est Ouais. là. Être le pourvoyeur, puis aussi, parfois, un mal-être chez les jeunes garçons à s'occuper de jeunes bébés. Une espèce de sentiment d'incompétence. Puis Hmm. on peut dire que c'est vrai que les premiers mois, premières semaines, le bébé, puis la mère, elle l'a eu dans son ventre pendant 9 mois. Lionel, oui. Là. Hmm. Il y a comme quelque chose de bien naturel que le bébé Hmm. soit bien. Moi, ma fille, elle a deux jeunes enfants, puis je la vois, moi, elle me demande de prendre, m'occuper du plus jeune qui a 6 mois. Je te dis qu'il y a une différence quand il est dans mes bras de quand il est dans les bras de ma fille. Il arrête tout de suite de pleurer dans les miens. J'ai beau gaga, puis essayer, puis de rassurer, puis parler, puis elle le prend, il arrête. Hmm. Mais je remarque cette différence-là
Ben, c'est ce conditionnement-là qui revient, même chez les jeunes garçons. Mm. Et du coup, comment on peut sortir de comment on peut les aider à sortir? Parce que le conditionnement, est-ce qu'il est bon d'ailleurs ou quel travers il peut amener? Voilà, quel est ce... J'entends dans ta philosophie peut-être que les conditionnements existent, en tout cas, on les met pas de côté du jour au lendemain, ça se décrète pas, ça se décide pas, hein, on dit pas stop, maintenant les hommes et les femmes c'est pareil. Non. Enfin, quel est ton positionnement justement? Comment on différencie un homme d'une femme sans vouloir les mettre dans des cases? Comment tu conseilles ou comment tu accompagnes ces couples ou ces hommes que tu rencontres qui ont ce souci relationnel d'exprimer leurs besoins, de connecter à leurs émotions? C'est comment favoriser cette alchimie de couple finalement? Les Ben, deux filles? moi, je trouve qu'on n'a pas à juger si c'est bon ou mauvais, ce Hmm. rôle-là. L'important, c'est que pour chacun, c'est savoir à quoi je réponds lorsque je fais un choix. Est-ce que je réponds d'une façon automatisée et inconsciente à un conditionnement? Est-ce que je réponds à un besoin? Est-ce que je réponds à un souci d'équité? Hmm. J'apprends à écouter quels sont mes comportements, mes mots, mes paroles, mes choix et discerner d'où ça vient Hmm. pour m'assurer que je pars de la bonne place, que c'est assumé, que c'est un choix que je fais en, en bout de ligne d'une façon libre. Tu sais, Hmm. moi, ça me fait penser, à un moment donné, j'animais un groupe de formation, puis je parlais du conditionnement masculin. Tu sais, on n'a pas le droit de pleurer, il faut être fort. Tu sais, la caractéristique numéro un du conditionnement masculin, c'est l'expression de la puissance. Montrer que j'ai une puissance. Tu sais. Et là, il y avait un homme dans le groupe, ça fait très longtemps de ça, je suis pas mal à l'aise de le nommer, pas de nommer la personne, mais la situation, ça doit faire plus de 20 ans. Et là, je parlais de ce conditionnement-là, puis lui, il dit, moi, je suis pas d'accord, c'est pas vrai, les hommes ont le droit de pleurer. Je dis, bon, c'est correct, là, tu sais, je commencerai pas à argumenter. Mais la vie étant bizarre des fois, à la pause, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas quoi. Et quand j'ai voulu reprendre après la pause, je le vois, il était tout rouge, puis il n'avait pas l'air bien. Je dis, ça va? Il me répond, je ne me mettrai pas à pleurer ici, puis devant des femmes en plus. Hmm. Donc, lui qui disait que ça n'existe pas, tu sais, c'est pas intellectuel, là, le conditionnement masculin. C'est viscéral et irrationnel. Donc, c'est pour ça que revenir à ce que tu me demandes, la première chose, c'est conscientiser. Hmm. Pourquoi est-ce qu'il y a 3 fois plus de suicides chez les hommes que chez les femmes? Beaucoup plus de maladies chez les hommes que chez les femmes. Pourquoi? Il y a eu un colloque il y a quelques années à Genève, en Suisse. Pendant 3 jours, des spécialistes ont parlé de la condition masculine et ont terminé les 3 jours en disant c'est le silence masculin qui les tue et les rend malades. Tu sais? Hmm. Et c'est pas encore une fois pour se victimiser. C'est juste pour dire, toi, là, comme gars, là, as-tu envie d'être mené par un conditionnement inconscient ou tu as envie d'être une personne unifiée qui accueille tout ce qui l'habite et qui fait des Hmm. choix à partir de ça? Ben, c'est la même chose. Le garçon avec sa conjointe qui décide d'avoir un enfant, ben, on discute à savoir quel rôle qu'on veut avoir. Puis souvent, mais c'est sûr que la dame qui est enceinte, qui va accoucher, elle va avoir besoin d'être là près de son enfant, puis l'enfant aussi. Ben, le gars qui assume le choix pour sa famille de ce rôle-là, de Hmm. pourvoyeur pendant un temps. Du coup, ce que j'entends dans ce que tu évoques, c'est que finalement, la femme, en tout cas le couple, est aussi une belle occasion, un beau terrain de croissance pour l'homme, même si, hélas, j'imagine qu'au Mm. Canada, c'est comme en Europe et aux États-Unis, le taux de divorce est très important. Ouais, ouais. La moitié des couples, hein, peut-être, divorcent. Ah, c'est un peu plus de 51%. Plus de 51%, donc effectivement, on est sur Ça, des... c'est les couples de première génération. C'est les, c'est les couples que c'est la première fois qu'ils sont en relation amoureuse sérieuse. Hmm. Couple de deuxième et troisième génération. Quand tu as eu un couple sérieux engagé, tu as vécu une rupture douloureuse et tout ça, les deuxième couple et troisième couple, le taux de Hmm. séparation est encore beaucoup plus élevé. Hmm.
Et, pardon, le taux de séparation est plus élevé après d'autres expériences difficiles. Ça ne s'améliore pas. C'est pas comme la création d'entreprise ou quand on a planté une entreprise. 77% des couples de deuxième et troisième génération Échec. se séparent. Je Donc ne veux ça... pas décourager tout le monde, là, mais Non, bah non, là, tu nous fous une petite claque, là. À quoi ça s'explique et comment on pourrait stopper cet ben, parce engrenage? que si tu as déjà eu un couple, tu t'es engagé, je donne un exemple, tu as 40 ans, tu as eu deux enfants, tu as été marié, engagé, même si tu n'as pas été marié, et tu as vécu une rupture. Une rupture, c'est un traumatisme, hein. C'est un des plus. C'est le deuxième stress là, après la mort, là. Tu sais, quand on est engagé. Hmm. C'est dur, c'est une épreuve. Mais après ça, quand tu te réengages, tu ne peux plus être naïf. Dans le sens naïf que tu sais, tu rentres dans un couple et là, tu es conscient du risque de souffrance. Avant, Hmm. tu ne l'étais pas. Même si on te le dit, ah, ça fait mal, une rupture, oui, oui, mais nous, on ne se séparera pas. Une fois que tu as connu ça, là, ça a un impact sur la prochaine relation que tu vas avoir. Là, tu vas dire, moi, je n'accepterai plus jamais telle chose. Moi, je ne Hmm. ferai plus jamais telle affaire. Puis là, je vais réagir si j'ai eu des blessures que je ne me suis pas occupé. Je vais réagir aux blessures. Je vais vouloir contrôler l'autre encore plus ou bien je vais être facilement un pied en dehors puis prêt à quitter toujours. Fait que le couple est plus fragile. Puis il y a des Hmm. choses qu'on ne veut plus accepter Ah comme ouais, on a d'accord. accepté. Hmm. Donc, ça crée ça. Et donc, comment sortir de cette spirale? Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire aux hommes pour éviter? Alors, les femmes ont leur part aussi, mais comme on parle des hommes ce soir et que c'est ta spécialité, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller à ces hommes qui ont vécu une rupture, par exemple? On reviendra après un peu plus sur le monde du travail, mais effectivement, pour conclure sur le couple et la vie affective, est-ce que justement, aller se reconnecter à leurs besoins et réussir à en parler, c'est une des clés? Ben, s'ils l'ont vécu difficilement, la rupture, les hommes, tu sais, c'est Jean Montbourquette, c'est un auteur assez connu ici au Québec, là. Très bien, Jean Jean Bourquet, Montbourquette, excellent. OK. Ce qu'il Jungien, disait, un prêtre psychologue. ouais, c'est ça. Ce qu'il expliquait, c'était que le deuil du couple pour les hommes, c'est la plus grosse épreuve qu'ils peuvent vivre parce qu'ils vont la vivre en silence sans s'occuper d'eux. Donc, moi, ce que je dis aux gars, comme un homme qui vient me voir, qui vit une séparation, c'est le moment où tu dois apprendre à t'ouvrir, à parler, à sortir du silence. Sinon, la rupture va te traumatiser tellement que ça va avoir un impact dans ta prochaine relation. Hmm. Tu vas vouloir contrôler encore plus. Tu vas te garder un pied en dehors, garder une femme de réserve même, au cas où ça ne marche pas. Tout faire pour éviter de souffrir à nouveau parce que ça va avoir été traumatisant. Hmm. Eh bien, écoute, Fait que là, je vais l'encourager à parler de lui, à s'occuper de lui, à connaître ses besoins affectifs, à être plus en relation. C'est ça qui va être préventif à une autre rupture, tu sais. hmm. Oui, parce qu'en plus, si la rupture appelle à la rupture, ça va aussi stigmatiser, opposer les hommes et les femmes qui ne se comprennent pas forcément toujours, hein. Il y avait ce best-seller, Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Ouais, mais ouais. Ben voilà, bon, qui montre bien le fossé qu'il peut y avoir de compréhension ou de différence entre les hommes et les femmes, mais que des gens comme toi, Yvan, ce fossé, tu le réduis grâce à la connexion à ses besoins, à ses émotions chez l'homme et à la parole. Ouais. Mais c'est vrai que... C'est pour ça que j'ai écrit le troisième livre, là, Sortir gagnant de la rupture amoureuse. Ouais. Il y a une section sur les, chez les hommes, là. C'est justement pour pas être traumatisé d'une rupture, tu sais. Parce que quand on vit une rupture amoureuse, c'est très difficile. Moi, j'en ai vécu une. Après 28 ans de vie amoureuse, ça fait 14 ans de ça. Ma conjointe m'a quitté. Ça a été une situation traumatisante. Et c'est là que j'ai écrit ce livre-là. Mais ce à quoi je me suis appliqué, c'est faut que j'en trouve, faut que j'en fasse une situation qui va m'amener à être gagnant de quelque chose, là. Que je ne sois pas juste marqué négativement, tu sais, c'est-à-dire développer une connaissance de moi encore plus grande, trouver les causes de la rupture qui partent de mon côté pour pouvoir transformer ça et que mon couple qui allait suivre allait être plus heureux, tu sais. Fait que c'est ça qui va éviter de rester traumatisé, là. Hmm. Chouette. Alors, il nous reste un quart d'heure de discussion, ça passe assez vite. Oh, déjà?
Ben oui, déjà, déjà. Ah, ben oui. Mais après, on aura un temps pour les questions-réponses. Donc, s'il y a déjà des questions qui vous brûlent les lèvres, n'hésitez pas, faute de pouvoir les exprimer à voix haute, de pouvoir déjà les saisir dans le champ questions-réponses. Mais du coup, comme on parle de rupture ou de comment vivre après la rupture, j'aimerais effectivement peut-être, même si tu n'en es pas spécialiste sur la partie du monde de l'entreprise, mais peut-être que je peux introduire un petit Ben peu oui, vas-y. un constat ou une crainte et peut-être du coup te faire rebondir là-dessus. Effectivement, ce qui m'anime ou ce qui m'encourage à parler de la condition masculine et d'un leadership authentique chez les hommes, c'est effectivement pour les aider à sortir de cette longue histoire assez paternaliste finalement de cet homme qui travaille, qui dirige des entreprises, qui dirige des services, qui dirige des équipes. Il y a bien sûr des femmes qui dirigent, mais beaucoup moins en proportion. Mais aujourd'hui, comme on l'a évoqué, il y a une bascule dans la vie personnelle, mais bascule aussi dans la vie professionnelle parce que il y a des quotas. Il y a en France la notion d'égalité professionnelle qui doit favoriser le traitement en termes de salaire déjà, hein, parce que les femmes peuvent gagner jusqu'à 20-30% de moins qu'un homme dans le même poste. Donc, c'est Ah oui, mon complètement Dieu. injuste pour les femmes, ce qui est vécu comme une totale injustice, Ben, je à juste comprends. titre. Donc, comment rééquilibrer tout ça dans la rémunération, dans l'accès à des postes en égalité de compétences, de capacités et de motivation, hein. Je pense qu'effectivement, si une femme a les compétences et l'envie d'avoir ce poste de direction, pourquoi ne l'aurait-elle pas en égalité des hommes, hein? Donc ça, c'est un vrai sujet. Mais forcément, moi, ma crainte, ou en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, à ce jour où nous faisons cette conférence, cet échange, cette discussion, j'ai l'impression que les hommes n'ont pas encore pris toute la mesure de ce qui se joue, de toute la mesure d'ailleurs d'aboutir à des relations plus apaisées, plus équilibrées avec les femmes, que ce soit dans la vie privée, c'est une chose, mais surtout, sous mon prisme, dans la vie professionnelle, ne pas se voir comme des rivaux ou des opposés, mais comme des homologues, des confrères et des consoeurs. Euh, donc mon point, c'est finalement si les hommes restent dans une posture autoritaire de pouvoir dans le monde de l'entreprise, alors que les femmes, légitimement aujourd'hui, se font beaucoup accompagner par des femmes pour gagner en leadership, pour gagner en confiance, hein, parce que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans la création d'entreprises ou dans l'accès à des postes de direction, les femmes manquent de confiance apparemment, de ce que j'ai pu effectivement entendre de femmes qui accompagnent, avec qui j'ai pu échanger. Elles ont besoin de les aider à oser leur légitimité, à oser leur capacité, à oser prendre la parole, à oser assumer, pendant que les hommes, effectivement, ont longtemps occupé le terrain et les ont peut-être découragés ou intimidés. Et donc, aujourd'hui, ma crainte pour arriver à ma question, Yvan, peut-être pour te faire réagir à ça, c'est finalement, si les hommes ne se remettent pas en question, ou en tout cas tout simplement ne s'ouvrent pas, ne se pacifient pas peut-être par rapport aux femmes dans le travail, je crains qu'on risque de tomber dans une sorte de combat ou de rupture, un peu comme dans la rupture amoureuse, mais qui est une rupture dans la coopération, dans l'union professionnelle, je dirais. Je ne sais pas ce qui résonne pour toi sur ce type de sujet. Quel type de relation tu aimerais encourager les hommes à avoir dans le monde du travail, tout comme tu les encourages dans le monde de la sphère privée? Qu'est-ce qui résonne pour toi? Mm. Ben, j'aime ça, là, le point que tu amènes, Laurent. C'est sûr que c'est pas ma spécialité, même si j'entends parler ici dans mon bureau. Mais tu sais, de un, je trouve que oui, puis je suis tout à fait d'accord. Moi, je me rappelle d'une jeune femme que j'accompagnais qui avait un travail dans le domaine bancaire, puis elle a appris que la personne qui avait le même travail qu'elle à côté, mais c'était un homme, gagnait 10% de plus qu'elle. Et c'est plutôt révoltant, là. Euh, Première chose que je trouve que les hommes ont à travailler, c'est l'identification à la vie professionnelle. Tu sais, les hommes se rencontrent, puis souvent la première question, c'est qu'est-ce que tu fais? Tu sais, il n'y a pas bonjour, ça va, tu sais. Puis moi, je le vois, les hommes entretiennent des liens parce qu'il y a un but commun, il y a un objectif commun, souvent professionnel, sportif.
ou Hmm. bien matériel, c'est-à-dire on construit un cabanon, on répare un toit, tu sais, et les hommes L'équipe, connaissent moins, hein, l'équipe, hein, le groupe. l'esprit d'équipe, le rapport à l'équipe, s'identifier à un groupe, à l'équipe, au travail, à la cause, à ce qu'on fait, mais pas pour le lien. Encore une fois, c'est pas de juger ça, c'est juste objectif, là. Et je trouve que, ben, en même temps, c'est une force chez les hommes, hein, un côté compétitif, créateur, prennent leur place, ils ont une confiance en eux dans ce domaine-là, mais le côté des liens est moins fort, lien que les enfants, la conjointe, les amis. Tu sais, moi, je dis ça à mes amis de gars, j'espère que maintenant qu'on a fini tel projet, on va garder le lien, ne serait-ce que pour Hmm. salut, comment ça va? Tu sais? Euh, et si les hommes arrivent à équilibrer un peu plus, on n'enlèvera pas ça du cœur des hommes, l'importance de se créer professionnellement, tu sais, mais d'équilibrer au niveau relationnel, je pense que ça va aider à laisser de la place, tu sais, Hmm. aux femmes dans le travail, là. Tu sais. Mm. Fait que c'est ça qui me vient, c'est le rapport à l'identification, tu sais, à ce que je suis par mon travail. Ouais, c'est intéressant cette identification, effectivement, quand je fais ces stages hommes vrais avec ma propre approche, différente de la tienne, mais on s'y retrouve bien évidemment. Une des questions que je pose au début du stage, qui dure une journée, aux hommes qui sont là, c'est qui êtes-vous? Présentez-vous. Qui êtes-vous? Hein, pas que fais-tu, Mhm. justement. Qui êtes-vous? Mhm. Et, et étonnamment, ils répondent à qui fais-tu? À que fais-tu, pardon. Que Ah fais-tu? oui, OK. Ça s'en va là automatiquement, C'est c'est mon ça. travail, mon boulot, je suis commercial, je suis financier, je suis avocat, les études que j'ai faites, mon quotidien professionnel. C'est ça, c'est ça. Pour ça que moi, quand je fais mes ateliers, euh, je différencie. Moi, je vais vous proposer, ça rejoint ce que tu fais, de vous présenter dans ce que vous avez besoin de dire, mais dans le but de créer un lien. Hein, et en deux parties. Qui vous êtes professionnellement et qui êtes-vous personnellement. Hmm. Moi, je demande qu'ils fassent les deux. Tu sais. Hmm. Puis, Ben souvent, il oui, y a plus d'aisance au niveau de qui je suis professionnellement, mais quand même très touchant la partie où qui es-tu personnellement, puis les gars embarquent. Mais je dois le spécifier pour que tu fasses la c'est ça, distinction. hein. Ça ne vient pas naturellement. Oui, parce que c'est super touchant de donner son âge, son statut, effectivement. Peut-être je suis séparé depuis X Ben années, ouais. j'ai X enfants. Voilà, je parle de mes enfants. C'est peut-être, je ne voudrais pas mettre dans des cases, effectivement, c'est pas du tout le but, mais peut-être que je ne sais pas si les mamans ont plus facilité à dire leurs enfants, les appeler par leur prénom ou leur âge. Alors que j'ai remarqué les hommes, quand on leur demande et quel âge ont tes enfants, souvent j'ai l'impression que Ils les hommes cachent. mettent beaucoup plus de temps à trouver l'âge, ils calculent. Ben ouais. Donc, ils Ben sont ouais. peut-être moins connectés à cette sphère privée, intime, secrète presque, alors que le travail, voilà, ils existent par ça, Ouais. ils sont fiers, ils ont fait des belles études, Ben peut-être qu'ils ouais. gagnent bien leur vie ou pas, peu importe, mais en tout cas, ils Ouais. font un métier, ils existent à travers ce métier. Ben ouais. Ouais, puis souvent, les hommes abandonnent la partie familiale, relationnelle à la femme C'est par ça. manque d'aisance. Parce qu'aussi, la femme a une aisance dans ça, les liens, les relations. Puis l'homme réagit à un moment donné au sentiment que sa femme veut l'éduquer. Comment être relationnellement? Et encore une fois, aucun jugement, ce sont des observations. Qui a le sentiment que la femme veut l'éduquer parce qu'il est moins à l'aise. Tu sais, ça me fait penser à un moment donné, lors d'une conférence, je parlais de ça. Tu sais, la thérapie de couple, ça fait 27 ans que je fais ça. Là. 9 couples sur 10, c'est les dames qui tirent sur l'homme à venir en thérapie. Puis là, ils viennent en consultation, puis elle veut parler de la relation. Ouais, Tu sais, elle veut entendre le conjoint, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qui se passe, elle veut être entendue. C'est parce que ça a été un des premiers moyens de survie que la femme a découvert à travers les millénaires pour euh, survivre, justement. C'est les liens. Elle recherche ça, tu sais. Puis j'expliquais à un moment donné dans une formation que je donnais à des intervenants, tu sais, c'est comme si pour l'homme, là, il va le faire pour ne pas perdre sa conjointe, mais ça ne le rend pas confortable. Les gars ne sont pas c'est ça. confortables
de tomber dans... C'est comme si l'homme disait à sa conjointe, j'aimerais ça qu'on se parle, je sais pas, moi, on est vendredi, j'aimerais ça que samedi matin, on se parle. J'aimerais ça que tu me nommes euh, un gardien de but par équipe de foot de chaque ville de France ou bien ici au Québec. Donne-moi le gardien, que ce soit important, parce que lui, avec ses copains, là, de quoi il parle? Il parle de ça. Ben oui. Il parle de finances, de sport. Ici, les hommes parlent tous des. Le hockey, c'est les Canadiens de Montréal. Ici, l'équipe de hockey de Montréal, c'est une des dynasties. Là. Ben, les hommes parlent de ça. Fait que ce serait pour l'homme l'équivalent que j'aimerais ça que tu viennes regarder un match de sport et que tu me nommes un gardien de but par équipe. Tu sais, tellement ces deux mondes qui essaient Ben, de parler selon voilà, c'est leurs aussi difficile. intérêts, Voilà, c'est aussi, ça les oppose, c'est aussi difficile pour les hommes de se livrer, de créer du d'entrer lien. sur le terrain des émotions, mais ça les oppose parce que c'est fait dans une lutte de pouvoir et non avec une sensibilité. Tu sais, Hmm. moi, j'ai remarqué en thérapie de couple que quand il va se sentir coupable quand la femme parle, que lui, c'est lui qui est pas. Tu sais, un homme se referme souvent dans la communication avec la femme parce qu'il a le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne Ouais. pas être un bon protecteur. Et si la femme souffre et qu'il est inclus dans cette souffrance-là, il n'arrive plus à l'entendre parce que lui, ça résonne. Je ne suis pas un bon protecteur, je ne suis pas à la hauteur. Mais s'il arrive à l'entendre d'une façon où elle veut le sensibiliser à ce qu'elle vit, il va avoir envie de la rejoindre un peu plus. Hmm. Sans être la cause de ça. Et souvent, la femme va exprimer ses souffrances en accusant l'homme, en le critiquant. Fait que ça le ferme aussitôt. Hmm. Fait que Mais écoute, merci pour par cette illustration du couple, parce que je pense que finalement, que ce soit dans le couple, que ce soit dans le monde du travail, même s'il ne s'agit pas de couple véritablement, mais de relations de homme-femme, relation homme-femme aussi, je quand pense même. qu'effectivement, on est sur les mêmes sujets, les mêmes besoins. C'est-à-dire que je pense que pour mieux se comprendre et mieux coopérer dans le monde de l'entreprise, les hommes, s'ils entrent dans un leadership plus authentique, se connecter à leurs besoins, à leurs émotions, libérer la parole et favoriser le lien avec les femmes sans jugement, sans opposition, etc., eh bien, j'envisage, j'imagine que les coopérations, enfin la cohabitation, en tout cas les contributions mutuelles au monde de l'entreprise seront plus sereines, plus équilibrées, plus enthousiasmantes, plus riches. Parce qu'en intelligence collective, on sait que la variété, la diversité des profils, soit ethniques, de genre, de culture, de sensibilité, ben, crée effectivement une vision commune enrichie, grande, fructueuse. Donc, vive les différences et vive la communication, la relation entre ces différences. Oui, puis pour y arriver, tu sais, dans ce sens-là, sans accuser personne, moi, c'est ce que je fais en thérapie de couple, puis la formation que je donne aux thérapeutes, c'est que chacun trouve sa responsabilité. Là. Si moi, je veux que mon conjoint s'ouvre et je le juge et le critique, il va se refermer. Si moi, comme homme, je ne suis pas sensible et conscient que ce qui nourrit la femme, souvent, on généralise, là, c'est de créer le lien, c'est de lui parler, c'est de s'ouvrir. Ben, si je n'ai pas cette ouverture-là, de part et d'autre à se responsabiliser, euh, l'opposition va continuer. C'est ça. Les souffrances vont s'accumuler. Tu sais, moi, ma directrice de recherche à l'université, elle m'a dit, Yvan, si tu penses que ton sujet de recherche ne réveillera pas des réactions, tu es naïf. C'est un sujet trop sensible, tu sais, non seulement socialement, mais dans l'intime. Mm. Fait que l'homme, moi, je travaille à ce que les gars prennent leurs responsabilités, apprennent à s'ouvrir, et pas pour se culpabiliser, mais pour leur propre bonheur. Ben, c'est le bout que nous, les gars, on peut faire. Alors du coup, pour la conclusion, le mot de la fin, est-ce que les hommes sont sur la bonne voie ou en déroute? Qu'est-ce qu'on peut dire de ces hommes pour Moi, conclure les ça? hommes que je rencontre, en général, sont sur la bonne voie. Donc, message d'espoir. Faut-il se Moi, je remettre en vois la bonne question? Faut-il se remettre en question? Faut-il voie. Se mettre en oser question, ce voyage de veulent soi s'ouvrir pour leur propre bonheur. et pour le C'est ça bonheur? que je trouve qui est différent. Donc, ça fait un changement en profondeur.
C'est pas du bodybuilding où il faut être encore plus fort, encore plus musclé. Ben, tu sais, un homme qui veut être fort et musclé, c'est correct, mais rejette pas ta partie vulnérable et sensible. C'est ça, c'est les deux. Sinon, tu vas surinvestir là, puis tu vas souffrir de cette partie. Moi, le travail que je fais, ça s'appelle l'homme unifié. Unifié. Et intègre les deux. Tu peux être autant un homme qui a envie d'être fort, protecteur, mais en même temps vulnérable, sensible et relationnel. On a les deux. Donc, l'homme unifié, c'est un homme qui rejette aucune partie de lui, qui Top. tient compte de tout ça, parce que c'est ça qui va le rendre heureux. Puis c'est ce que j'appelle, moi, une masculinité humaniste, un mouvement de masculinité humaniste, de Oui, devenir un homme unifié. on n'a pas eu le temps de développer la masculinité humaniste. Je pense qu'on a effectivement abordé pas mal d'ingrédients et on a Oui, le temps pour le développer plus. Mais effectivement, cet homme unifié, je trouve que c'est chouette. Euh, on souhaite que la femme soit unifiée aussi à sa façon, hein, que chacun ben soit oui, unifié, hein. Mais nous, notre combat, en tout cas notre contribution, c'est l'homme. Je pense que les femmes ne sont pas en reste. Elles ont plein de femmes bienveillantes à leur égard pour les unifier aussi et que ce se fasse de belles rencontres et surtout pas d'opposer, de mettre, voilà, amener de la paix, de l'échange et favoriser les bonnes relations. plus on va être unifié nous-mêmes comme personne, plus on va être porté à créer le lien avec l'autre. Ça va aller avec. Les hommes ont-ils besoin d'être admirés? C'est, puis je vais y répondre, puis Laurent, si tu veux rajouter, et les hommes vrais. Les hommes ont-ils besoin d'être admirés? Les hommes sont conditionnés très jeunes à être performants. Les jeunes garçons à être bons dans les sports, à être performants, à être forts. Donc, ça interpelle l'admiration. Et les hommes vont rechercher cette admiration-là pour confirmer leur performance. Est-ce que c'est sain? Pas nécessairement. Mais est-ce que c'est le conditionnement masculin? Oui. Moi, quand j'étais petit, je jouais au football américain, je me battais, tu sais, puis je cherchais cette admiration-là. Puis je respectais plus mes limites dans les sports. Donc oui, les hommes recherchent beaucoup l'admiration à cause du conditionnement masculin, ce qui n'est pas sain. Et les hommes vrais, ben, les hommes vrais, si je le prends dans le contraire de devenir un homme vrai, plutôt qu'un vrai homme, ils ne recherchent pas l'admiration. Un homme vrai recherche à être qui il est, à respecter sa nature réelle, qu'il soit plus sensible, plus affirmatif. L'homme vrai ne recherche pas l'admiration, il recherche à être lui-même. Bah oui, l'homme vrai, il sait qui il est, il se connaît. Il n'a pas besoin de séduire, enfin séduire à l'excès ou d'attirer cette admiration. Il est confiant. C'était ça la réponse à la question. OK, là. Eh bien, Yvon, un grand merci pour ta présence. C'était une grande joie de t'avoir. On a bien préparé, on a bien échangé depuis quelques mois ensemble sur nos sujets. Ouais. Donc, que ce soit une étape pour d'autres contributions, pour faire cheminer ces hommes sur une voie d'authenticité et de bonheur, parce que c'est effectivement ce que tu nous as envoyé comme message. Ben, merci Laurent, puis on se retrouve pour un autre projet. Bonne fin de Merci, journée à tout le monde. merci. Au revoir à tout le monde. Portez-vous bien, cheminez bien en tant qu'hommes et femmes, et au plaisir de d'autres interventions, d'autres partages. Au revoir à tous et à toutes. Au revoir.